Est-ce que vous savez pourquoi chaque fois que vous rencontrez un proche, vous lui faites la bise? Ou bien, à chaque année, vous fêtez votre anniversaire? Vous le faites, mais vous savez peut-être pas pourquoi. Eh bien, laissez-moi vous dire, il s'agit de la culture. Et non, nous ne sommes pas les seuls. Des cultures non humaines, il en existe bel et bien dans le monde animal. Ce que l'on appelle culture est en fait bien plus large que ce que l'on pense. Les cultures ont commencé à être étudiées à la moitié du XXe siècle suite à l'observation de certains comportements dont nous nous intéresserons pour répondre à la question comment la culture influence l'évolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous écoutez Yanis de Easy Science. Aujourd'hui, nous décryptons Andrew Wheaton, The Burgeoning Reach of Animal Culture, publié dans Science en 2021. Une revue explorant les diverses cultures du règne animal et comment elles peuvent influencer l'évolution. Bon, commençons par les bases et essayons de définir ce qu'est une culture, du moins une culture non humaine. À la moitié du XXe siècle, les cultures ont commencé à être étudiées et les découvertes ont accéléré notre compréhension du comportement animal. Je vais vous donner quelques exemples des premiers phénomènes de culture étudiés et je vous invite à essayer de deviner ce qui définit une culture. Tout d'abord, il est décrit que les mésanges qui retiraient les bouchons des bouteilles de lait pour les consommer n'étaient localisés que dans une seule partie du Royaume-Uni. Ce comportement a été suivi et on a pu observer une propagation de cette connaissance à travers le pays. Ensuite, de nouveaux comportements ont été observés chez les macaques du Japon. Et celui-là, vous le connaissez peut-être déjà. C'est d'ailleurs mon préféré. Les enfants et la descendance propageaient et conservaient leur comportement. Je vous l'expliquerai un peu plus tard. Et enfin, les chants des oiseaux d'une même espèce se présentent comme différentes selon les régions. Les études ont montré la nécessité des oiseaux d'apprendre le dialecte de la sous-population dans laquelle ils ont grandi. C'est à partir de l'étude des premiers comportements que l'étude des cultures se sont multipliées. La plupart du temps, ces études démontrent une unique tradition. Mais chez les chimpanzés, les études peuvent se montrer plus compliquées, avec une observation de plusieurs traditions. On dit souvent qu'ils utilisent des outils, qu'ils se toilettent, etc. Eh bien oui, il s'agit aux yeux de la science, une culture. Alors, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous pensez avoir compris ce qu'est une culture? Laissez-moi vous expliquer. La culture, c'est un comportement ou une connaissance qui se transmet entre individus. Alors du coup, j'en reviens à mes macaques du Japon. C'est mon exemple préféré. Ils lavaient leurs patates dans la mer. Et ben, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ça changeait pas le coup, ça changeait rien du tout, ça ne les lavait pas peut-être pour autant, et ils le faisaient quand même. Un premier individu commençait à le faire, laver ses patates douces dans l'eau de la mer, puis au bout d'un certain temps, très rapidement, hein, en quelques années, tous les macaques de l'île faisaient la même chose. C'était comme devenu une tradition avant le repas. Même s'il n'y a pas toujours d'explication ni de raison, une culture se transmet et influence l'évolution et le comportement. Ensuite, les scientifiques, les chercheurs ont mené quelques expériences sur la culture. Trois particulières qui permettaient de observer la propagation d'une culture. Parce que comme je le répète, hein, une culture, c'est l'enseignement. Une culture, c'est la propagation d'une connaissance ou ça peut être un comportement ou un mouvement. Et donc pour ça, les chercheurs vont essayer de l'observer par 3 manières particulières. Donc la revue expose quelques expériences sur la culture, notamment ce qui fait qu'une culture est une culture. Donc la diffusion d'un comportement entre individus. Le premier est appelé transmission en chaîne. Les chercheurs ont entraîné un individu dans une population de chimpanzés à ouvrir une boîte particulière leur donnant un fruit. La boîte s'ouvre avec une petite porte en trappe, donc du bas vers le haut. Le premier individu est donc entraîné à ouvrir sa boîte et les chercheurs laissent un deuxième chimpanzé, un deuxième individu, l'observer ouvrir la boîte. Le chimpanzé va donc apprendre en le regardant comment ouvrir la boîte pour atteindre l'objectif, donc le fruit à l'intérieur. Donc ce deuxième individu a ensuite été le modèle d'un troisième individu, puis 4, puis 5 sur quelques fois, et le mouvement restait le même. Il a bien été transmis, tant que la boîte ne changeait pas, tout se passait bien, les chimpanzés arrivaient parfaitement à atteindre le fruit à l'intérieur. Mais pour compliquer les choses, les chercheurs disposent à d'autres individus, totalement différents du premier groupe, une autre boîte dont l'ouverture est totalement différente, et se fait par coulissement de la gauche vers la droite. De la même manière, les individus apprennent des autres, et finalement, un singe capable d'ouvrir cette première boîte n'est pas capable d'ouvrir la seconde boîte, parce qu'il n'a pas appris. Ce sont des cultures différentes.
Bon, ça paraît un peu flou d'appeler ça culture, mais on pourra se poser des questions plus tard. La deuxième méthode ou expérience, c'est celle de la diffusion ouverte. Donc cette diffusion réfère au nombre de fois que la connaissance est propagée. Des mésanges sont exposés à deux autres individus entraînés à pousser une porte qui est soit bleue, soit rouge, et qui active un distributeur à nourriture. Elles ont exactement la même fonction, les deux boutons sont les mêmes, ils ont juste pas la même couleur. C'est-à-dire que si l'oiseau 1 poussait la porte rouge, les autres individus ne vont apprendre à pousser uniquement la porte rouge. Dans toutes les populations, la majorité des individus apprennent des uns des autres et une part apprend par elle-même. Ça arrive que parfois c'est spontané. Ils apprennent tout seuls, ils poussent le bouton sans faire exprès, et oh, de la nourriture qui tombe, puis ils vont propager leurs connaissances. Mais la base est, le premier oiseau a été éduqué pour pousser le bouton rouge, alors tous les autres individus vont pousser le bouton rouge parce qu'ils ont vu ce premier le faire. C'est une culture. Et enfin, dernière expérience, le modèle de remplacement. Ce type de diffusion est étudié avec les pigeons. Les pigeons sont relâchés par paire d'un endroit et volent vers leur nid. Un des individus est remplacé par un autre individu qui ne connaît pas l'emplacement du nid et va suivre l'autre oiseau. Les pigeons sont peu à peu remplacés par d'autres individus naïfs et le groupe à la fin est totalement différent du début. Et malgré cela, les pigeons connaissent toutes la localisation du nid. Donc ça a prouvé, toutes ces expériences ont prouvé que à partir d'un individu, il a enseigné aux autres la connaissance et même si cet individu n'est plus là, le groupe est toujours capable de le faire. La culture va donc de pair avec l'apprentissage social et a même été identifiée dans les choix de nutrition, le type de proie, les sites de nidification, les chemins de migration, l'utilisation d'outils, de dialectes, parade nuptiale, reconnaissance de prédateurs, etc. Alors j'en viens au fait de comment se développe la culture au cours d'une vie. Comment un individu apprend. Est-ce qu'il apprend seulement à la naissance, quand le cerveau est frais et se mature, ou bien quand il est déjà adulte? Alors, les scientifiques ont découvert qu'il y avait trois phases majeures, principales, même s'il y en a peut-être d'autres, qui ont été observées. Donc, Whitson les décrit dans sa revue en expliquant qu'un primate apprend au cours de la phase infantile. La relation est intime avec la mère. Les gènes peuvent même être influencés par le comportement maternel. Puis il va ensuite apprendre lorsqu'il est jeune, à la phase d'expansion progressive lors de l'enfance. L'individu forme un réseau social et apprend de ses pairs, donc des autres individus. Et la dispersion de l'adulte vers de nouveaux groupes. L'individu va migrer vers d'autres groupes et apprendre et transmettre des connaissances qui sont totalement différentes, des cultures différentes. Vous pouvez comparer. Vous êtes un enfant. Vous apprenez de votre mère et de votre père. Donc ça, c'est la base. Ensuite, vous commencez à aller à l'école. C'est la maîtresse qui vous apprend. C'est l'école qui vous apprend de nouvelles connaissances, de nouvelles bases, mais vous apprenez aussi de vos camarades de classe et de vos amis. Et enfin, vous êtes un adulte et vous décidez de voyager. Vous partez en Thaïlande, la culture est totalement différente. Et là, vous allez apprendre de leur culture et eux vont apprendre de ta culture. Donc l'apprentissage culturel structure toute une vie. Alors j'en viens à la partie la plus intéressante, ce qui m'a frappé et qui m'a donné envie de vous présenter cet article, c'est comment la culture interagit avec l'évolution. Comme vous le savez, dans les principes de l'évolution, on parle souvent en génétique. Mais la génétique est toujours fortement influencée par le comportement des individus, et notamment la culture. Et dans le cas des cultures non humaines, les traditions et les cultures ne sont pas écrites. Elles doivent donc apprendre à se transmettre les uns les autres au cours du temps pour la conserver du mieux qu'il peut. C'est l'avantage qu'on a eu avec l'humain et l'évolution, l'accélération de son évolution, de son cerveau et donc de l'écriture, de pouvoir écrire la Bible, le Coran, ces livres saints qui permettaient de transmettre, de faire voyager, de conserver, garder une trace écrite de la culture et de la tradition, donc de cette religion, et qui permettait de la conserver du mieux qu'il peut. Alors que dans les animaux, donc culture non humaine, il n'y a pas de trace d'écriture. Elle doivent être donc au bouche à oreille, plus ou moins. Et ça devient une sorte de téléphone arabe. Vous savez, ce jeu où on chuchote un mot à l'oreille de son camarade et sur une chaîne, le mot va probablement être différent à la fin. Ici, c'est ce qu'on va observer. Au cours du temps,
la culture va peut-être se modifier un petit peu, complètement changer ou même disparaître. Les cultures fonctionnent comme des mutations capables d'influencer l'évolution de l'espèce. Les chercheurs rapprochent donc ce phénomène à la dérive génétique et la nomment même dérive culturelle. Alors, petit rappel sur la dérive génétique, c'est un événement aléatoire subi par une population due à l'environnement, causant une remixité des proportions de variations génétiques. Un exemple tout bête, dans une population de lapins où il y a des lapins blancs et des lapins noirs, les lapins décident de migrer autour d'un lac. Ils forment donc deux groupes égaux, dont la proportion de lapins blancs et noirs est aléatoire. Mais, par le hasard, un des groupes a plus de lapins noirs que de lapins blancs. Alors avec le temps et les générations, la descendance du lapin blanc dans ce groupe est de plus en plus petite et la sous-population deviendra presque exclusivement noire. De plus, la sous-population ne peut pas interagir et se reproduire avec le groupe de lapins qui est de l'autre côté du lac, donc le groupe original. Ils vont évoluer indépendamment et peuvent former une nouvelle espèce. Alors, j'espère que c'est clair, mais donc dans le cas de la dérive culturelle, des changements aléatoires dans les comportements sont appris. Sur 30 ans, des chercheurs observent que le chant des bruyants des prés, un oiseau de la savane, changeait petit à petit sans aucun avantage reproductif ou de survie. Il s'agit juste de modifications aléatoires modifiant la culture. Donc pour la faire claire, les oiseaux avaient leur dialecte, mais les variations vocales ont changé au cours du temps par accident et pas parce que ça avait un avantage reproductif ou ça leur permettait de repousser des prédateurs ou quoi aux caisses. Simplement parce que de répéter de père en fils va changer des petits détails. Et ça a été observé chez ce bruyant des prés. La science étudie également une autre méthode d'évolution culturelle suivant les processus de sélection de Darwin. Donc, comme vous le savez, les sélections de Darwin, on parle particulièrement de sélection naturelle. Donc avoir un avantage reproductif ou de survie fera que tu te reproduiras mieux. Alors ces processus darwiniens pour la culture se basent sur trois principes qui sont l'héritage, la variation et la sélection. La combinaison de ces principes peuvent mener à une amélioration des comportements au fil des générations. Dans chaque exemple, soutenant l'évolution culturelle par le processus darwinien, on observe des changements, mais pas toujours une évolution progressive comme on a pu l'avoir chez l'humain. Dans le cas des humains, on parle beaucoup des outils qui deviennent plus efficaces, complexes et parfois impossibles à réinventer seuls pour certaines technologies. Ou du moins, si vous êtes capable de recréer une télévision, félicitations. Alors on appelle cela l'évolution cumulative, car les cultures s'accumulent et s'accumulent, puis deviennent à la fois un ensemble plus complexe. Et elle a été considérée propre aux humains pendant longtemps. Mais la surprise, certains animaux comme les pigeons peuvent accumuler les améliorations. Chez les pigeons, les premières études ont montré des améliorations dans les méthodes de navigation, par exemple. Bon, dit comme ça, je vais vous éclaircir, c'est sûr que la culture, ça sonne comme une copie de l'évolution génétique. Mais ça ne l'est pas. C'est donc là que ça devient très intéressant, car la culture possède une importante flexibilité pour l'évolution. Par exemple, une tradition va se transmettre verticalement, donc de parents à l'enfant, de la mère vers l'enfant. Puis elle peut aussi se transmettre horizontalement, et ça c'est propre à la culture. Enfin, donc les pères sont sans lien de parenté. Tu vas apprendre à ton ami comment faire un Rubik's Cube. Et ça n'arrive qu'à la culture, du moins pour les métazoaires. Cependant, ça peut arriver aussi en génétique, mais pas chez les animaux, du moins pas chez les animaux qui sont pluricellulaires. Les animaux unicellulaires, les protozoaires, ou ça peut être des bactéries également, ils sont capables de transmettre des gènes à quelqu'un qui n'est pas son enfant. Donc sans se reproduire, il est capable de transférer une séquence d'ADN de manière horizontale, donc vers un autre individu dont il n'est pas relié. Comme c'est exclusif aux unicellulaires, on peut donc dire que là, la culture, c'est complètement unique. Et donc, contrairement à la génétique, la culture va s'acquérir et va s'ajuster au cours de la vie d'un individu. Comme là, on parle de gènes, comment est-ce que la culture et les gènes interagissent? La culture et la génétique sont deux facteurs différents qui influencent l'évolution des populations. Et donc, comme beaucoup de processus qui interagissent, les chercheurs estiment que la culture et les gènes sont en coévolution.
Si vous voulez un exemple de coévolution, ce serait par exemple euh, les plantes de poivrons qui coévoluent avec les virus. Il y avait un seul virus à la base et un seul poivron à la base, mais comme le virus évoluait en même temps que le poivron, quand le poivron a commencé à faire plusieurs espèces, eh ben ce virus se trouvait aussi dans plusieurs espèces. Les arbres généalogiques sont parallèles. Donc les chercheurs observent 6 dynamiques majeures, mais pour vous garder réveillé, je vais vous en présenter que 3. Premièrement, la différence culturelle peut influencer les gènes. Par exemple, 2 populations ont une alimentation différente basée sur leur culture. Mais les gènes devront subir une pression de sélection pour adapter l'individu, les populations, à s'adapter à un type de proie différent basé sur la culture. Deuxièmement, la culture peut modifier la diversité génétique dans l'espace. Comme elle se propage entre individus et qu'elle peut influencer les gènes, c'est comme si la diversité génétique se disperse directement dans l'espace. La culture peut réduire la diversité génétique. Et oui, lorsque tout le monde a les mêmes traditions, la diversité génétique va être dite directionnelle. Tous les individus vont s'adapter à ces changements au fil des générations. On appelle ça une spéciation. Tout le monde pense la même chose, ou tout le monde mange la même chose, alors tout le monde va avoir la même adaptation pour s'y adapter au mieux. Et ça, c'est dû à la culture. Je sais que toutes ces dynamiques majeures peuvent paraître floues, mais elles sont les résultats d'observations prouvant qu'une évolution de la culture va entraîner une évolution génétique. Et inversement, une évolution génétique va entraîner une évolution de la culture. C'est donc une preuve concrète que la culture et la génétique sont en coévolution. Alors pour conclure, la culture est donc bien ancrée dans le monde animal et participe activement à l'évolution des espèces. Elle se définit par l'apprentissage de comportements ou de connaissances par d'autres individus. La culture humaine a été et est toujours la raison de l'accélération de l'évolution de l'homme, accompagnée de nouveaux gènes. Maintenant, de nouvelles questions se posent. Y a-t-il une différence entre la culture animale et la culture humaine? À vous de me dire. Dans le prochain épisode, on change de sujet et on essaye de comprendre pourquoi certains animaux coopèrent. Si cet épisode t'a aidé à mieux comprendre comment la science décrypte le monde animal, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. Pense à faire un petit tour sur mon Tipeee pour me soutenir. Chaque épisode, on prendra un article scientifique et on le décrypte. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau décryptage scientifique.